Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Hebdo pour découvrir ou redécouvrir l'essentiel de l'actualité de cette semaine en Vendée. La météo et ses conséquences au cœur de l'actualité. La Vendée a été placée en vigilance orange crue une grande partie de la semaine. Après la tempête Nils et les inondations qui ont suivi, c'est la dépression Pedro qui a traversé le territoire. Entre les deux, une légère accalmie durant laquelle les autorités ont surveillé de près l'évolution de la situation. Mardi, le préfet de la Vendée s'est rendu dans le sud du département afin d'échanger avec des élus, des agriculteurs, mais aussi des gestionnaires d'ouvrages. Parmi eux, le syndicat mixte Vendée-Sèvres-Autise qui travaille actuellement sur l'élaboration d'un plan de remise en état des ouvrages situés le long de la rivière Vendée et de la Sèvre niortaise. On a lancé cette étude il y a quelques mois, tout juste, en fin d'année 2025. On espère avoir des conclusions assez rapides pour pouvoir mettre en œuvre un programme de restauration des ouvrages, que ce soit les digues qui sont classées en bord de la rivière Vendée, mais aussi également en bord de la Sèvre niortaise, et de voir les capacités d'améliorer les évacuations aux ouvrages à la mer. Sur la Vendée, on a la chance d'avoir le complexe de Mervan qui nous permet d'écrêter les petits événements, les petites crues. Voilà. Ce qui vient de se produire, on a réussi à peu près à le gérer. Quelques dommages assez mineurs, j'ai envie de dire, par rapport à la pluviométrie qui s'est cumulée. Ce qu'on maîtrise moins, effectivement, l'axe Sèvre niortaise, qui dévale depuis Saint-Mexan-l'École jusqu'à la baie de l'Aiguillon, où effectivement là, on n'a pas ce rôle de barrage écrêteur, on n'a pas de barrage ici, ce qui n'est pas le cas sur la Vendée. Après de nombreux jours de pluie, la calmie semble se dessiner dans le département avec une période plus sèche. La forte pluviométrie de ce début d'année n'est pas sans conséquences, notamment pour certains agriculteurs. Plusieurs champs sont gorgés d'eau et sont impraticables en tracteur. Des cultures peuvent être également menacées, mais la situation en Vendée est contrastée en fonction de la nature des sols. Cette dernière est en effet assez diversifiée sur notre territoire. Grégoire de Châtillon a pu le constater en allant à la rencontre d'un agriculteur dans le sud du département. Des sols gorgés d'eau, comme ici dans la commune de Puy-de-Serre. Nous sommes dans le bas bocage, avec une terre argileuse et humide. La situation est compliquée. Je suis agriculteur depuis 2003. Des excès d'eau, on en a déjà vu, mais c'est vraiment exceptionnel. C'est une fois tous les 10 ans où on a vraiment des plantes qui souffrent de l'excès d'eau dans cette partie de l'exploitation. L'orge et le blé tendre, semés en automne, souffrent. Les racines sont en train de pourrir. Une asphyxie significative malgré des champs de culture drainés artificiellement. Il faut imaginer que dessous nos pieds, il y a des tuyaux qui passent pour enlever l'excès d'eau, mais tout a une limite. En année normale, ça fonctionne très bien. En année vraiment avec des précipitations comme on a connu très cumulées, comme la semaine dernière, on a eu 50 mm sur la semaine, le réseau n'arrive pas à fournir, à enlever l'excès d'eau sur la parcelle. Dans ce secteur-là de bas bocage, il faut absolument que les terres soient drainées. Sur des terres non drainées, c'est vraiment risqué de faire des cultures d'hiver parce que le moindre excès d'eau pénalise la plante. À 20 minutes de voiture de Puy-de-Serre, nous retrouvons notre agriculteur sur ses terres de Fontenay-le-Comte. Et là, c'est une autre histoire. Bertrand Mittard cultive ici du colza sur un sol filtrant. C'est le sol argilo-calcaire de la plaine vendéenne. On voit que le colza, pour l'instant, supporte l'excès d'eau dans nos terres, et nos terres, comme vous l'avez vu, sont plutôt filtrantes. Donc, pour l'instant, aucun problème sur la culture. Mais il y a un revers de la médaille. Ces terres-là, l'hiver, il pleut, c'est très bien, mais aussitôt qu'arrive le printemps ou des sécheresses de printemps ou d'été, c'est des terres où il n'y a aucune réserve d'eau dans le sous-sol, donc les plantes sont très vite en difficulté en été. Les excès de la météo ne sont plus des accidents, mais des signaux. L'agriculture doit accélérer son adaptation et préserver l'avenir. Et le Salon international de l'agriculture a ouvert ses portes ce samedi, porte de Versailles à Paris. Il s'agit d'un rendez-vous stratégique pour la Vendée, où l'agriculture et l'agroalimentaire représentent un emploi sur 7. Cette année, en raison du contexte sanitaire, il n'y a pas de bovins sur place, mais le département voit plus grand. Sa présence est renforcée avec 2 halls investis et un nouvel espace de 100 mètres carrés consacré à la gastronomie. Les explications d'Anaïs Escalona.
La Vendée arrive avec des arguments de poids pour ce salon de l'agriculture qui s'ouvre samedi. Ici, à l'hôtel du département, les chiffres présentés témoignent d'une force économique majeure. Le secteur compte plus de 4000 exploitations pour un chiffre d'affaires dépassant le milliard d'euros. L'objectif est clair, renouer le dialogue avec les consommateurs en mettant en avant la qualité des fermes familiales. Mais le contexte sanitaire impose une contrainte cette année. Il n'y aura pas de bovins sur le salon. L'installation des jeunes et la gestion de l'eau restent aussi des dossiers prioritaires. Bien sur le côté sanitaire, nous avons été présents aux côtés des éleveurs, ce qui concerne plus particulièrement la grippe aviaire. Nous avons décidé de dispositifs qui permettent d'accompagner les éleveurs de gibier, notamment qui sont en difficulté par rapport à cette gestion de crise sanitaire. Pour l'instant, nous ne sommes pas concernés par la dermatose qui concerne les bovins. Malgré leur absence au salon, eh bien, nous sommes là pour leur dire combien nous comptons encore sur leur investissement au nom des éleveurs, pour dire que c'est important pour l'économie vendéenne d'être à leur côté et de les soutenir dans leur démarche de qualité. On retrouvera aussi sur place des partenaires majeurs comme le Puy du Fou et le potager extraordinaire qui animent l'espace en continu. Focus justement sur ce jardin unique qui s'installe à Paris pour la deuxième fois. Et c'est vrai que nous, on exploite aussi des plantes qui sont endémiques de Vendée. Je pense notamment à la grise du Marais vendéen. Donc c'est une occasion pour nous aussi de faire de la médiation sur les légumes qui sont vendéens ou pas. Par exemple, la Mogette n'est pas vendéenne. Donc on va essayer d'expliquer pourquoi, d'où ça vient. Donc d'être vraiment dans notre rôle de médiateur du potager. C'est la première fois qu'on y va sous ce format-là, sous le pavillon de la Vendée. Donc ça va être une découverte pour nous. On est sûr qu'en tout cas, il y aura un impact de visibilité. Et rien que pour nous, le fait d'être associés, on est à côté du Puy du Fou, qui est quand même un grand parc à thème vendéen. C'est déjà une très belle fierté pour nous. Le rendez-vous est pris jusqu'au 1er mars à la porte de Versailles, une vitrine donc essentielle pour faire rayonner le savoir-faire vendéen à Paris. Une 62e édition du Salon de l'agriculture un peu particulière, comme on le disait. Aucun bovin ne sera présent en raison de la situation sanitaire, même si la ministre de l'Agriculture a annoncé ce vendredi qu'il n'y avait plus aucun cas de dermatose nodulaire contagieuse en France. Privés de salon, les éleveurs se mobilisent tout de même en présentant leurs animaux via des concours en ligne. À travers des photos et des vidéos, ils mettent en valeur leur savoir-faire et la qualité de leurs élevages. Reportage Jeanne Bell. Tape à l'œil a déjà participé à des concours, mais pour la première fois, c'est à travers un écran qu'il sera évalué. Chaque animal sera en compétition par section. Donc Tape à l'œil, par exemple, sera en compétition avec ses collègues mâles. On a mis en avant surtout 1 ou 2 clichés et puis 2 vidéos. C'est un taureau qui correspond bien à ce qu'on recherche en charolais aujourd'hui, entre le développement squelettique, musculaire et les qualités maternelles, et aussi les conditions de naissance, pour valoriser un territoire. Les taureaux seront évalués par des juges, mais pas seulement. Le public peut aussi voter. Le concours digital, c'est un compromis vis-à-vis de la situation. Mais il ne faut pas oublier quand même que le présentiel restera un concours de bien meilleure qualité. Voir les animaux en direct, c'est tout autre chose que de voir des animaux seulement par photo et vidéo. La vérité se trouve dans le présentiel, à exposer, sortir les animaux en place publique, pouvoir montrer les animaux aux autres éleveurs, mais aussi au grand public, et montrer que l'élevage est là et bien présent. Hugo se rendra tout de même à Paris, en l'absence de ses animaux, pour défendre les valeurs de l'élevage. Il y retrouvera la région des Pays de la Loire, présente sur les halls 1 et 7, ainsi que d'autres acteurs de l'agriculture vendéenne. La non-présence des bovins suite à l'aspect sanitaire va changer l'organisation du salon, puisque les bovins occupaient pas toute la place, mais une grande place au niveau du salon. Et en tout cas, nous, on avait prévu ne pas les oublier, parce que pendant le salon, nous porterons tous des petits badges engagés pour nos éleveurs, avec une pensée forte à ceux qui ne seront pas là, parce que vous le savez, les porcs seront là. Malgré son absence, Tape à l'œil aura l'occasion de mettre en avant et d'entretenir l'image de son élevage. C'est une page qui pourrait se tourner à La Roche-sur-Yon. Le village de la Vergne est à vendre. Ce lieu né en 1986 est ancré dans l'économie sociale et solidaire à travers notamment son magasin bio ou encore son activité de médiation animale. Mais aujourd'hui, l'équilibre est fragile, il y a moins de bénévoles et la visibilité est insuffisante. Les propriétaires cherchent donc un repreneur. Le but est tout de même de préserver l'esprit du lieu et de lui offrir un nouveau souffle.
On a eu une actualité 2025 agitée. On a décidé, mi-2025, de mettre le site en vente parce que nos finances, d'une part, n'étaient pas trop rassurantes et que, d'autre part, le lieu est géré et animé par des bénévoles et que les bénévoles ne sont pas suffisamment nombreux et sont un peu toujours les mêmes qu'il y a 10 ans. Et donc, voudraient pas passer la main, voudraient trouver des successeurs. Donc, on a mis le lieu en vente, ce qui a laissé à penser que la situation était catastrophique. Elle n'est pas tant que ça. Où il y a des discussions en cours. Bon, évidemment, je ne pourrais pas trop vous en dire le contenu, mais il y a des gens intéressés. Allez, on parle maintenant de cyclisme. On en sait un peu plus sur le championnat de France de l'avenir qui se déroulera à Chantonnay du 15 au 19 juillet prochain. Pendant 5 jours, les meilleurs espoirs du cyclisme français, des catégories U15 à U23, tenteront de décrocher le fameux maillot bleu-blanc-rouge. L'affiche a été dévoilée par les organisateurs et l'arrivée sera jugée à un endroit au nom bien choisi puisque ce sera sur le boulevard Thomas Vauclair. Alors les championnats de France de l'avenir, c'est un moment important, c'est un temps fort, un événementiel sportif qu'on attend. Après les championnats de France élite qu'on a vécu aux Herbiers, on souhaite mettre un coup de projecteur sur les futurs champions de demain. Et les championnats de France, c'est toujours un événement important pour la dynamique sportive, mais aussi pour la fête populaire que ça représente. Effectivement, on est une terre de vélo. On a accueilli le championnat de France en élite en 2010, en 2015. En 97, on a eu un départ du Tour de France. Enfin, on a vraiment, à la fois, on a des habitudes parce qu'on a un tissu associatif qui nous accompagne sur ce genre de manifestations. Puis en même temps, on a des circuits qui sont reconnus dans le monde du vélo. Donc effectivement, on coche toutes les cases. Les médailles, les coureurs sont très très motivés parce que c'est le rendez-vous numéro 1 français. Un championnat de France, c'est l'objectif numéro 1 pour ces jeunes coureurs. Donc je pense qu'ici, toutes les conditions sont réunies pour faire une belle course. Depuis dimanche dernier, l'Arena des Sables d'Olonne accueille la première édition de l'Open Arena. Il s'agit d'un tournoi féminin de tennis WTA 125 intégré au principal circuit international professionnel. On y retrouve plusieurs joueuses classées autour de la 100e place mondiale. Parmi les joueuses françaises figurent notamment Océane Dodin, Fiona Ferro ou encore Kristina Mladenovic, quart de finaliste à Roland-Garros en 2017. Le tournoi s'achève ce dimanche avec les finales simples et doubles à partir de 13h. C'est une nouvelle arena, un nouveau tournoi. Donc, le public a été extrêmement au rendez-vous pour les qualifications dimanche. Donc, c'était un très bon début. Les joueuses font des très bons retours aussi sur les infrastructures. La salle est magnifique. Les terrains sont super pour des joueuses de ce niveau-là. C'est une arena qui est adaptée pour le sport, avec beaucoup d'espace, des vestiaires de haut niveau. Donc, ça donne un très bon écrin pour les joueuses. Qui sont habitués à un circuit où on leur propose des prestations de haut niveau. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment très important. Et même pour le public, c'est une arena où il faut prendre ses marques. C'est au niveau elle vient d'être inaugurée, donc tous les espaces sont flambant neufs. Et donc c'est important aussi pour les partenaires. Ils ont l'habitude aussi du club de basket. Donc on essaie de mettre un peu notre touche de tennis et de leur faire découvrir une nouvelle arène. Le printemps du livre de Montaigu aura lieu du 8 au 10 mai prochain, mais avant de vivre cette 36e édition, une sorte d'avant-goût itinérant est proposé avec l'opération Le Printemps du livre se balade. Du 25 février au 11 avril, de nombreux rendez-vous culturels sont proposés sur le territoire de Terre de Montaigu. De nombreuses animations organisées dans le réseau de bibliothèques et de médiathèques du territoire, des ateliers créatifs littéraires ou encore des concerts gratuits sont programmés. Tout cela avec l'objectif de favoriser la rencontre entre les habitants et le monde du livre. Cet événement se décompose en 6 dates, 6 animations qui vont être proposées dans nos bibliothèques ou médiathèques sur le territoire de Montaigu. Ici même où nous sommes à la boîte aux livres à Boufféré, et puis bien d'autres, à Saint-Philbert-de-Bouenne, à la Bruffière par exemple. Et nous allons proposer des ateliers slam, des lectures musicales pour un public allant de 1 an, et oui, 1 an, jusqu'à un public adulte. C'est la fin de cet hebdo. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et un très bon week-end.